Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait du recrutement. J'ai observé plein de fois que les caractéristiques que je prêtais aux candidats qui devaient en faire des gens en réussite n'étaient pas les bonnes. Et je pense que ça m'a amené à essayer de creuser cette question-là, à essayer de comprendre quels sont réellement les facteurs qui font qu'on est bon dans son poste, bon dans sa carrière et aussi bon pour soi, c'est-à-dire dans la position et l'emplacement où on devrait être. L'employabilité, c'est ce concept qui est assez peu défini, dont les contours sont assez mal définis, assez mal dégrossis, et qu'on trouve très régulièrement dans la presse, dans les politiques RH, et même dans les politiques publiques, et même dans les politiques publiques européennes. Et donc ça valait le coup d'essayer de se demander d'abord d'où vient ce concept-là, qu'est-ce qu'il a forgé, quelles en sont les racines, et il y en a au moins deux, et puis après de regarder ce que ça signifiait concrètement dans la vie d'un salarié aujourd'hui que d'être employable, quelles en étaient les dimensions réelles. Je veux dire par là les dimensions réelles qui font l'accès à l'emploi et quelles sont celles qui sont peut-être moins liées aux capacités de l'individu à agir sur son emploi. Alors sur l'histoire du concept, il y a au moins deux choses à savoir. D'abord, le concept d'employabilité a été inventé par un sociologue et un économiste français qui s'appelle Ledru. Et pour lui, c'était caractériser des populations dans leur capacité à accéder à l'emploi. Et donc il y avait l'employabilité d'une population en général. Ça voulait dire que cette population-là était plus ou moins capable d'accéder à l'emploi et que les freins qui faisaient que l'employabilité était plus ou moins forte selon les populations étaient en fait assez peu liés aux individus. Et puis est arrivée la crise c'est années 80, années 70, quand il a fallu deux choses. La première, c'est traiter des questions d'emploi d'un point de vue individuel. Quand la NPE a été créée, sa mission c'était d'accompagner des individus vers l'emploi. Et puis il a fallu aussi penser le retour à l'emploi de gens qui allaient perdre leur job et retrouver un emploi dans un monde un peu différent. Donc le problème c'était accompagner des gens d'un point de vue individuel dans une transition qui était de quitter un job pour aller vers un autre avec forcément des écarts entre les deux. Et puis progressivement, cette notion d'employabilité, elle a fini par gagner la sphère de l'emploi au sens large, au moment où les entreprises ont cessé de fidéliser leurs salariés. Alors c'est une idée un peu ancienne aujourd'hui, puisqu'on revient beaucoup à parler de fidélisation, mais dans les années 80-90, le sujet c'était pour une entreprise flexibiliser l'emploi de façon à éviter d'être confronté à des départs massifs et être confronté à des licenciements massifs qui sont forcément très déstabilisants et très compliqués à gérer. Donc il fallait construire dans la relation d'emploi une promesse un peu différente, qui allait être moins la promesse traditionnelle, un emploi durable, à long terme, à vie, contre des comportements de loyauté, mais plutôt une nouvelle promesse. Et c'est cette promesse-là qui a été fabriquée autour de l'idée d'employabilité. On s'est dit, l'entreprise ne veut plus fidéliser, ne sait plus fidéliser. Ce qu'elle veut faire maintenant, c'est garantir l'employabilité, c'est-à-dire garantir à ses collaborateurs, à ses salariés, qu'elle leur donnera les compétences dont ils ont besoin pour retrouver un emploi ailleurs, si malheureusement ça devait arriver. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui à cette notion qu'on emploie régulièrement, qui signifie plein de choses en même temps, qui signifie à la fois des compétences individuelles, des compétences liées à son emploi. Je suis employable si mes compétences correspondent à ce que l'employeur lambda peut espérer de moi dans mon métier. Mais je suis aussi employable, c'est un autre aspect de l'employabilité qu'on suppose, je suis aussi employable si j'ai la capacité à retrouver un emploi face au marché du travail. Donc si je suis capable de répondre à des annonces, de me comporter de façon autonome par rapport au marché du travail, bref, des choses qui sont liées à l'emploi, liées à mon métier, liées à mon marché du travail, mais aussi des choses qui sont liées au fonctionnement intrinsèque du marché du travail. En réalité, effectivement, ces nouvelles politiques publiques, l'Europe en particulier, qui incite beaucoup à travailler sur l'employabilité, ainsi que des discours d'entreprise, parlent beaucoup d'employabilité comme une responsabilité individuelle. Et c'est beaucoup présenté comme, en effet, la compétence ou la responsabilité de chacun à s'occuper de soi. C'est-à-dire que finalement, ma carrière ne dépend que de moi, ma réussite ne dépend que de moi, et donc c'est à moi de prendre soin de mon employabilité en utilisant pour ça les ressources que l'État, la formation met à ma disposition. Ça n'est que partiellement vrai, donc c'est pour ça que ce n'est pas une fake news, mais ça pourrait ressembler. C'est partiellement vrai parce qu'en effet, dans ma capacité à retrouver un emploi, si je perds le mien, il y a des choses qui dépendent effectivement de moi. C'est-à-dire que mes compétences, ma compréhension du marché du travail, ma capacité à savoir où je veux aller travailler, ainsi que ma capacité à être un bon candidat, ça dépend de moi. Alors ça dépend pas seulement de moi. Il y a aussi un autre aspect des choses. Ce que je viens de citer, c'est l'employabilité intrinsèque, c'est-à-dire ce qui dépend de l'individu, ce qui dépend de lui, de ses compétences, de ce qu'il peut gérer lui-même. Mais il y a un autre aspect qui est absolument fondamental, c'est que l'accès à l'emploi ne dépend pas uniquement de l'individu.
Se confronter au marché du travail, c'est aussi se confronter au comportement des acteurs du marché du travail. Quand on passe devant un recruteur, un consultant, une agence d'emploi, on va forcément se confronter à quelqu'un qui prend des décisions. Et ces décisions, elles sont partiellement rationnelles, parfois non. Et là aussi, il y a un sujet qui est qu'il y a une part de l'employabilité qui échappe à l'individu. On sait bien les sujets de discrimination, de biais dans le recrutement, etc. Tout ça, ça fait partie d'une sphère de caractéristiques qui vont avoir un impact sur la décision, qui sont donc intrinsèquement dans l'employabilité en général, mais qui sont une forme d'employabilité extrinsèque, c'est-à-dire ce que l'individu renvoie par les stéréotypes qu'il sollicite, par les comportements qu'il a, par plein de choses qu'on lui prête, qui vont avoir un impact dans la décision d'emploi qu'on va lui donner, qui vont être importantes pour lui, et qui pour autant ne viennent pas de lui. La décision qu'on prend pour accéder à un emploi, ce n'est pas l'individu qui la prend, hein, c'est un tiers qui la prend pour lui. Et cette décision, elle est rarement purement nourrie à partir de compétences et purement de l'employabilité intrinsèque. Alors il y a deux familles de compétences qu'on peut regarder. Bien sûr, des compétences métiers, hein, c'est les savoir-faire techniques qu'on a besoin de maîtriser pour être professionnel dans son poste. Et puis il y a la famille des soft skills. Alors cette famille, elle est compliquée parce qu'elle a des bords flous. Et une partie du travail qu'on a pu faire, c'est d'essayer de donner des berges à la rivière, hein, d'essayer de regarder quels seraient vraiment les soft skills utiles. Il y a deux familles là aussi. Une première famille qui relève des compétences comportementales liées au métier. Alors un vendeur, il a des compétences comportementales liées à la relation, à la négociation, à la promotion, etc. Et puis il y a des compétences comportementales qui sont, elles, très liées à la recherche d'emploi. Alors parfois on dit métacompétences ou compétences comportementales parce que ça fait partie des compétences qui servent à traiter de ses propres compétences, à les connaître, à les repérer, à les mettre en avant. D'abord il y a de l'agilité intellectuelle. Alors ce n'est pas de l'agilité au sens de capacité de raisonnement, hein. C'est de l'agilité au sens de la capacité à s'adapter à son métier, à être au courant de nouvelles compétences qui se développent, à être dans l'actualité de l'évolution de son métier. Il y a d'autres compétences comportementales qui sont plutôt de la sphère de la résilience et la capacité à s'adapter d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire à traverser la période de recherche d'emploi sans se remettre en cause trop fondamentalement, sans être affecté par ce qui leur arrive, en se disant que c'est une phase de transition qui va apporter d'autres possibilités et à rester concentré sur des comportements actifs de recherche d'emploi. Et puis il y a aussi tout ce qui relève de la capacité à s'instruire sur le marché du travail, à comprendre comment le marché du travail fonctionne et à aller acquérir des comportements adaptés justement à ce que j'appelais l'employabilité extrinsèque, c'est-à-dire à comprendre les codes qui vont être utilisés quand on va être jugé par des recruteurs pour accéder à un emploi. Dans les dimensions qu'on a regardées dans l'étude, sur l'agilité, sur la résilience, sur ces aspects-là des soft skills qu'on appelle des soft skills liés à l'employabilité, en effet, les contraintes qui sont la perte d'un emploi et le besoin d'en trouver un autre sont forcément des contraintes dans lesquelles on va être obligé de retrouver et de développer ces compétences-là. Donc ces circonstances-là, oui, forcément, elles ont un impact. Après, il y a les circonstances plus globales de l'évolution actuelle du marché du travail, qui sont la réflexion qu'ont beaucoup de salariés sur la recherche d'un métier qui pourrait plus leur plaire que celui qu'ils vont quitter. Et là, il y a un sujet important sur l'employabilité, puisque une chose est de retrouver un emploi voisin de celui qu'on a quitté, dans un périmètre de compétences qu'on connaît bien. Une autre chose est d'aller vers un autre type d'emploi qu'on connaît un peu moins et pour lequel il y a un sujet de validation du projet professionnel. Est-ce que ce que je pourrais faire de très différent de ce que j'ai fait aujourd'hui, d'une part me plairait bien et d'autre part serait adapté à ce que je vais vraiment savoir faire. Donc là, il y a un sujet qui est de rappeler que l'employabilité, c'est bien sûr une compétence individuelle pour une partie, l'employabilité intrinsèque, mais c'est aussi des maîtrises du marché du travail, des maîtrises de comportement au travail, des maîtrises du marché du travail qui relèvent au fond assez peu de l'individu et qui demandent d'être validées par des gens de l'extérieur et par des experts. Et je crois que l'accès au droit pour généraliser sur ces sujets-là n'est pas encore assez popularisé. Je crois que les salariés ne savent pas encore très bien ce à quoi ils peuvent prétendre, que ce soit en termes de financement de la formation ou du bilan de compétences ou d'accompagnement vers l'emploi et vers la carrière. Je crois qu'il y a un champ là qui sait mal faire parler de lui, pour simplifier. Un champ public ou parapublic qui me semble un peu confus dans la capacité à expliquer ce qu'il fait, parce qu'il répond à des demandes étatiques et des demandes très encadrées d'un point de vue légal, donc il ne sait pas très bien en parler. Un champ moins public ou parapublic et plus privé, qu'on voit peut-être sur une approche un peu trop commerciale, mais qui fait son boulot. Et là, je pense qu'il y a dans les deux cas un sujet de diffusion de l'information et de faire connaître ce qui est possible pour les salariés, parce que je répète bien, il y a un enjeu dans une époque où il semblerait que le marché du travail soit ouvert aux salariés, qu'il y ait une tentation un peu irrationnelle à la reconversion et à la recherche
de satisfaction professionnelle, il faut mettre un peu de rationalité dans cette réflexion-là.